Un bon patron, je pense que c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute de ses équipes et qui reste dans son rôle de donner un cap, une direction, une ambition, une vision, mais qui va faire en sorte que ce sont ces équipes qui vont elles-mêmes ensuite faire fonctionner la machine pour y arriver. Et si je vous racontais une histoire? Et si je vous racontais une histoire de dirigeant? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Laurent Michaud. Bonjour, bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, pour le moins, vous avez un parcours un peu atypique dans les chefs d'entreprise qu'on reçoit. Et on va en parler évidemment tout au long de l'émission. Mais le dernier poste dans lequel vous êtes encore aujourd'hui nous a fait vibrer tout l'été. Je ne peux pas vous dire mieux. Ça a été incroyable. Et vous avez été un des artisans de ce beau succès planétaire. Évidemment, vous avez compris, je veux parler des JO 2024. Alors, c'est quoi votre boulot depuis 4 ans, 5 ans, qui a été si important, si crucial dans ce déroulé de cet événement incroyable? Alors moi j'ai été, et je le suis encore d'ailleurs, directeur du village olympique et paralympique. Le chef de village. Le chef de village, on peut l'appeler comme ça aussi. Et donc j'ai accueilli les athlètes et les délégations du monde entier cet été pour les Jeux. Dans un terrain vague, sur des tentes, dans des tentes, c'est ça? Alors on avait mieux travaillé l'affaire, parce que ça fait quand même quelques années qu'on l'a travaillé. Et on a construit un nouveau quartier de ville en Seine-Saint-Denis pour accueillir 14 250 lits et donc les délégations du monde entier. 14 250 lits. Gérer un hôtel de 14 250 lits, est-ce que c'est pas juste titanesque? Si, c'était complètement fou. Et c'était non seulement le gérer, mais il fallait l'ouvrir aussi, parce qu'en effet, tout était neuf. Et avant de le gérer, le créer? Parce que vous avez participé à toute l'élaboration. Alors, peut-être pas en amont sur les plans, mais il a fallu être là, présent sur toutes les étapes, quoi. Oui, toutes les étapes. Et en fait, j'ai travaillé avec les développeurs et les promoteurs à la conception du village pour d'abord penser un village pour l'héritage, parce qu'en fait, c'était ça notre première ambition. Et ça, c'est nouveau? Alors, c'est nouveau parce qu'en effet, dans les jeux précédents, je pense que ça a été moins pris en compte. On a vu notamment ce que sont devenus certains villages après les Jeux. Je ne reviendrai pas dessus. Mais, par exemple Rio, par exemple, ça peut être un exemple, en effet. Rio, c'est devenu quoi? Alors, c'est devenu un quartier de ville trop éloigné du centre, qui était uniquement du logement, avec en effet un lieu qui n'a pas trouvé preneur après et qui a été laissé pour compte. Et donc, c'est à l'abandon aujourd'hui? C'est une grosse partie est à l'abandon, c'est extrêmement d'avant. Et donc, on avait cette ambition, mais surtout, on nous attendait aussi au tournant là-dessus, de créer quelque chose, mais qui allait rester en héritage après. Et donc, on l'a d'abord pensé, ce village, pour les futurs habitants de la ville de Saint-Denis, avant de le penser pour des athlètes. D'accord, bon. Et alors du coup, vous pourriez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'invite Laurent, qui est un patron du village olympique, pour parler des entreprises? Parce qu'en fait, vous avez géré, à proprement dit, une entreprise de A à Z, quoi. Avec ses coûts, avec ses apports aussi, puisque vous avez de l'apport d'argent public et privé, et puis sa construction. Et ce qui est hyper intéressant, ça fait combien de temps que vous étiez sur ce projet-là? En quelle année vous êtes arrivé? Depuis 2020. Depuis 2020, donc 4 ans. Et donc en 4 ans, vous êtes arrivé au village olympique, vous étiez tout seul, au départ. Et pour terminer, à combien de personnes? À 450 personnes. 450 en direct? En direct, oui, en direct. Après, avec 1500 contractants, parce qu'en effet, on ne peut pas réaliser un village tout seul. Il nous fallait de l'aide sur la partie hébergement et restauration, notamment, puisqu'on a sous-traité ces grosses activités. Mais les sous-traitants, ça se gère aussi. Et les sous-traitants, ça se gère déjà contractuellement et après sur le terrain, opérationnellement. Et aussi 2500 volontaires qui sont venus remplir et renforcer les équipes pour pouvoir faire fonctionner cette énorme machine. Et les chiffres sont dingues. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes passé de 1 à 3-4 000 personnes en l'espace de 4 ans, quoi. Est-ce qu'il y a une entreprise, parce que vous avez déjà connu une entreprise avec cette explosion démographique, si je puis dire? Non, moi, je n'ai pas connu ça. Moi, la plupart du temps, je prenais des postes et j'avais déjà les équipes en place, je les récupérais, et puis ensuite, on travaillait ensemble.
Mais là, en fait, c'est ce qui a été génial dans cette aventure, c'est que j'ai pu constituer mon équipe comme je la souhaitais. Étant le premier à être arrivé, je me suis créé un organigramme un peu basé sur ce qui s'est fait dans le passé avec des éditions précédentes, mais surtout en fonction de la situation du village et puis des services que je devais disposer dans ce village. Et donc, cet organigramme, j'ai commencé à le monter en 2020, et dès 2021, j'ai commencé à recruter les personnes qui me semblaient les plus appropriées pour faire fonctionner un village. Donc vous avez récupéré une Dream Team, clairement. Vraiment, que vous avez bichonné, c'était le noyau dur. Oui, j'avais 7 managers qui ont géré les 7 plus grands services de fonctionnement du village. Et ensuite, eux-mêmes ont recruté leurs équipes par ailleurs. Donc, ça a été une aventure humaine exceptionnelle parce que vous constituez en fait une équipe pour un moment tellement temporaire, tellement instantané, mais qui a aussi une énorme visibilité et puis des émotions incroyables, ce qu'on a vécu déjà dans ce moment de ramp-up, en fait, de montée en charge. Et ensuite, l'exploitation à l'été 2024, qui était en fait finalement qu'une étape dans le projet, mais l'aboutissement. Et ensuite, maintenant, la désinstallation, qui est la dernière phase, un peu la moins fun, évidemment, mais il faut bien ranger après la fête. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ça ne doit pas être la partie la plus agréable, bizarrement, non? Non, ce n'est pas la plus agréable. Non. En plus, il ne fait pas beau. Et bref, beaucoup d'équipes sont déjà parties. Évidemment, on n'a pas gardé tout le monde pour cette période-là. Mais en tout cas, cette construction d'aventure où j'ai pu choisir des personnes qui me semblaient justement correspondre non seulement à l'histoire que je voulais écrire de ce village, mais en plus à cette spécificité de fonctionnement d'un village olympique et paralympique qui est peu comparable finalement à l'extérieur. Je trouvais ça vraiment génial. Il n'y a rien d'autre qui peut être comparé. Non. Alors, il y a un aspect évidemment très lié à l'hôtellerie et à l'hospitalité, avec l'hébergement, la restauration, qui sont vraiment les 2 piliers du fonctionnement du village. Mais après, en dehors de ça, il y a des services qui n'ont absolument rien à voir. On reçoit 14 000 personnes dans un village qui arrive 14 000, sur 5 ça jours. c'était pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. Et puis vous vous êtes dit, tiens, ça peut être sympa, on va remettre ça avec presque 10 000 personnes pour les Paralympiques. Pour les Jeux Paralympiques, avec d'autres complexités et d'autres contraintes, évidemment, avec des personnes qui étaient à mobilité réduite. À mobilité réduite, dont 2500 qui étaient en fauteuil roulant, notamment. Et donc, vous ne fonctionnez pas de la même manière. La panne d'ascenseur, elle n'a pas la même conséquence. Elle n'a pas la même conséquence. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et oui, parce que ça paraît, c'est sympa le paralympique, évidemment, mais c'est aussi un certain nombre de contraintes. Et c'est là où on voit que notre pays, notre ville, Paris, n'est pas finalement très adapté à ça. Non, elle ne l'est pas. Et malheureusement, je pense que le tournant a eu la peine en fait à se faire. Je pense qu'une prise de conscience qui a été réelle pendant ces Jeux paralympiques, mais le travail est colossal pour modifier, adapter les structures, les équipements pour les personnes déficientes visuelles également. Et donc, nous avons fait un premier pas parce que le village a été créé en pensant à ces personnes. Et donc, il est 100% accessible. Mais c'est très rare de trouver des quartiers de cette taille-là, 52 hectares, 100% accessibles pour des personnes à mobilité réduite. À chaque fois que vous balancez un chiffre, c'est un truc de l'espace, parce que c'est incroyable. Parce que pour vous qui êtes intéressé par les entreprises, le fonctionnement des entreprises, quand on a autant de contraintes et une évolution aussi rapide comme ça sur un temps extrêmement court, c'est une expérience qui vous a fait gagner 20 ans d'expérience professionnelle, presque. Ou perdre 20 ans de vie, parce que c'est tellement de stress et de pression que je ne sais pas combien, mais j'ai laissé quelques plumes là derrière. C'est-à-dire, par exemple disons que la pression est extraordinaire, et puis le stress est quand même assez phénoménal. On était attendu, mais je veux dire, j'avais la presse pratiquement tous les 3 jours qui était aux portes du village, déjà en amont, parce que tout le monde s'intéressait évidemment à ces jeux, à ce qu'on allait réaliser. Presque à guetter une moindre erreur. Oui, à guetter une moindre erreur par exemple, et puis à pouvoir justement la récupérer et puis ensuite l'amplifier. Donc il fallait qu'on soit parfait dans notre réalisation, dans notre communication. Et cette pression-là, elle est quand même énorme. C'est vrai que je ne me suis pas forcément rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, déjà en France, mais aussi à l'étranger, et dans le monde entier. C'était exceptionnel. Comment on s'en rend compte justement de ça, de cette pression-là? Parce que vous êtes le nez dans le guidon dans cette période-là. Oui. Quel est le retour qui fait que d'un seul coup vous vous rendez compte de ça?
Je me suis rendu compte au moment où les quelques sujets qu'on abordait, qui étaient un petit peu, j'ai envie de dire, difficiles ou techniques, étaient repris de telle manière que dans la presse internationale, on en parlait. Et donc, j'ai remarqué aussi les quelques phrases que je pouvais des fois placer à des interviews pouvaient être reprises ensuite par de nombreux journalistes pour en faire l'écho. Et j'ai parlé des préservatifs à un moment donné dans le village. Et j'ai Oui, parlé. c'était une fameuse polémique. Ouais, Parce c'est que... une fameuse Mais ils polémique du pensent qu'à nombre de ça. préservatifs. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que les journalistes adorent ce genre d'anecdotes. Et les Ah. anecdotes de savoir en effet que des athlètes, vous avez des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, pour la plupart évidemment, et qui vont se retrouver tous ensemble dans ce village. Et c'est des histoires croustillantes. Et en fait, j'avais répondu à des interviews pendant 12-15 minutes sur des éléments très techniques, sur l'environnement, sur le développement, sur l'insertion également, et une dernière question sur les préservatifs. Et en fait, on remarque que c'est la seule qui garde. Ouais. Donc, bon, on se rend compte après que Ça fait tourner le monde. Hein, ça fait tourner le monde. le pouvoir, l'argent, le Mhm. sexe, voilà. C'est... Et donc, il y avait une dimension qu'on pourrait qualifier presque de politique. Oui, oui, alors ça, c'est sûr que la dimension politique, elle est essentielle. Et surtout, la réalisation de jeux ne peut pas se faire sans un soutien politique très fort. Et il a été exemplaire, je pense, et remarquable dans la Seine-Saint-Denis. Je veux dire, nous étions extrêmement bien épaulés par les différentes collectivités de Saint-Denis, de Saint-Ouen, de l'île Saint-Denis, le département, la région. Tout le monde était impliqué dans la réalisation. Et donc, l'État, énormément, évidemment, bien sûr, tout à fait. L'État aussi et au plus haut niveau. Parce que pour le coup, on est très friand dans les informations quotidiennes des polémiques des uns contre les autres, des décisions très discutables de la maire de Paris, de l'impopularité du président aujourd'hui. Vous, de votre côté, parce que finalement, en dehors de toutes ces polémiques, vous avez travaillé avec eux. Qu'est-ce que vous en retenez de cela? En dehors justement des polémiques, si on veut être... Ouais. C'est-à-dire que j'ai très vite constaté que tout le monde avait cette ambition et ce souhait que ça se passe bien. Et du moment que tout le monde se rendait compte, et à tous les niveaux vraiment de l'échelle de la politique, il y avait cette pression de se dire on ne peut pas se louper sur cet événement. Et donc, faisons en sorte que ça marche. Et partant de ce principe, on a pu constater qu'on a fait des miracles. De réaliser la construction de 82 bâtiments, c'est 3200 appartements qui ont été construits dans un temps si court, livrés au 1er mars 2024, la date à laquelle nous devions, nous, Paris 2024, recevoir les clés des promoteurs pour pouvoir commencer notre installation pour accueillir les athlètes. C'est exceptionnel et il faut remonter à très loin pour qu'un site olympique puisse être livré non seulement dans les temps, mais en plus avec cette qualité-là. Donc ça, c'est quelque chose qui montre qu'en effet, c'est possible. Votre regard sur les précédents JO, la façon dont ça s'est organisé, quand on est dans une partie technique aussi exigeante que l'accueil, justement, des Olympiens et Olympiennes, ce regard sur le passé, c'est important dans le déroulé de votre process? Oui, il est important parce qu'en effet, on peut justement identifier les points positifs et les choses qui n'étaient pas forcément au niveau dans le passé, de retrouver un peu le feedback de personnes qui ont vécu des jeux précédents. Et c'est vrai qu'on a été extrêmement bien aidés par la commission athlète. On avait des athlètes toujours en fonction, des athlètes retraités qui nous ont aidés à la réalisation du village. Et c'est vrai que sans eux, je pense qu'on n'aurait pas pu créer l'histoire et l'expérience qu'on voulait proposer. Vous avez fait des erreurs sur cette... Il y a eu des épreuves, il y a eu des... Oui, il y a eu des épreuves. Des grosses difficultés. En fait, j'ai eu des erreurs. J'ai fait des erreurs moi personnellement, je pense, par rapport à moi-même. Après, excusez-moi, mais ça c'est important. C'est-à-dire que sans ombrage, vous admettez à ne pas avoir été parfait, quoi. Non, alors non, moi j'ai pas été parfait. Je pense que je n'ai pas vécu l'expérience que j'aurais voulu la vivre. Parce qu'en effet, je ne pense pas avoir pris le temps de réellement profiter de chaque instant de cette période. Mais
je pense qu'en effet, s'il fallait le refaire, je le ferais un peu différemment. Par Maintenant, exemple, après, qu'est-ce que vous feriez de différent là? En fait, je prendrais le temps de m'écouter pendant cette période-là. On peut souvent comparer en fait la réalisation qu'on a fait avec un événement sportif, un exploit sportif par exemple, ou On travaille pendant des années. une préparation en Ouais. fait. Ouais, on peut se comparer justement à un sportif et c'est ça qui était assez marrant de faire le parallèle en fait entre la réalisation qu'on a fait nous de ces jeux et la préparation des sportifs parallèlement en fait, puisque ça s'appelle une Olympiade. Hein, c'est les 4 ans qu'on a entre deux jeux. Là, il y avait un peu moins parce que Tokyo est en 2021. L'Olympiade a duré 3 ans. Mais 3 ans de préparation pour un athlète pour arriver à performer et à remporter une médaille pendant ces Jeux. Il y a toute une préparation, une montée en charge qui est nécessaire de travailler. Et nous l'avons fait de la même manière. En fait. Et ce parallèle était hyper intéressant. Et ça, je pense, il était souvent rappelé par Tony Estanguet, qui est le président des Jeux de Paris 2024. Pour le coup, qu'on a tous vu. Qu'on a tous vu, qui est un ancien athlète et qui sait exactement comment se préparer à ça. Eh bien, il nous a mis un peu dans cette configuration et je pense qu'on l'a tous suivi, moi en premier d'ailleurs, et je pense avoir aussi drivé, géré mes équipes de cette manière-là, en gardant aussi le temps au repos, le temps à la concentration, à la préparation physique et mentale pour pouvoir réaliser les Jeux. C'est pendant les Jeux où je pense que je me suis mis dans le rouge très vite. Et je pense avoir couru ce 100 mètres en fait, en partant beaucoup trop vite. En fait. À la différence de beaucoup d'athlètes qui ont fait ça plusieurs fois, au moins pour des championnats du monde, pour des championnats d'Europe, Ouais. vous, c'était votre premier championnat olympique. Oui, c'est ça. Donc, comment y être préparé? C'est quelque chose qui est absolument incomparable pour le coup. Tout à fait. C'est incomparable. On se dit que la période est tellement courte que ça va le faire. Et en fait, non. C'est un tunnel. C'est quand même très long. C'est un gros tunnel. Un gros tunnel. C'était 2 fois 3 semaines. Mais le village, on l'a ouvert le 12 juillet. Et puis on l'a fermé le 10 septembre. C'était 2 mois de sprint. Et ces 2 mois de sprint, en effet, voilà, après une semaine, j'étais déjà dans le rouge. Personnellement. C'est-à-dire, vous dormiez plus? Je dormais plus, je mangeais pas assez. J'ai Ouais. perdu 4 kilos en fait, moi, avec cette expérience. J'imagine que vous n'avez pas de vie personnelle. Alors, ce moment-là. j'avais pas de vie personnelle. Ma compagne a compris que ça faisait 4 ans que je préparais ce moment-là et que pendant cette période, j'allais Fallait pas vous parler. me concentrer complètement sur le village. Oui, tout à fait. Mais du coup, vous l'avez presque pas vu. Non, parce que je dormais sur site. J'avais mon équipe managériale et quelques-uns de mes équipes, nous restions sur site en permanence. Pour une veille permanente. Pour une veille permanente, parce qu'en effet, un site qui fonctionne 24 heures sur 24 avec 14 000 personnes, il faut être présent à tout moment. Déjà, quand c'est rodé, on a quasiment tout le temps des merdouilles. Mhm. Donc là, j'imagine en plus que vous n'avez pas rodé le lieu, même Non. si vos bâtiments ont été livrés en mars, j'imagine pas qu'il n'y ait pas de merdouilles. Mhm. Alors, Il racontez, y en a eu, c'est quoi les anecdotes? il y en a eu 9600 de merdouilles, 9600 demandes. Les plus d'intervention. marquantes? Les plus marquantes sont les ascenseurs. Les ascenseurs, j'avais 200 ascenseurs dans le village. Hein. Ah, Donc c'est beaucoup d'ascenseurs, ils sont neufs. Quand un ascenseur neuf, pour les personnes qui connaissent, en effet, ça prend du temps à régler pour que ça fonctionne bien. À ça, vous rajoutez des molosses ou des colosses athlètes qui font à peu près entre 120 et 150 kilos et qui se retrouvent tous ensemble dans un même étage d'un bâtiment et qui prennent l'ascenseur en même temps, à 5 ou 6, ben, en effet, un ascenseur a de la peine à résister à ce genre de choses. Vous voulez dire qu'il y en a qui sont restés Il coincés y en a dans qui la sont salle? restés coincés dans l'ascenseur. Oui, Mais oui, c'est non. arrivé plusieurs fois. Alors, bon, D'où l'importance de fournir des préservatifs. ouais, ça, c'est... C'est obligé, celle-là. Et c'est vrai que... Et pour le Paralympique, ces ascenseurs, il y a eu des problèmes aussi d'accessibilité? Alors, l'avantage des Jeux paralympiques, c'est qu'ils sont après les Jeux olympiques. Oui. vous avez Et d'ailleurs, éprouvé déjà. c'est souvent pourquoi on comprend que les Jeux paralympiques soient après les Jeux olympiques. C'est clairement les Jeux olympiques essuient les plâtres et les Jeux para, ça se passe mieux. On a vu beaucoup moins de soucis, même si on a en effet renforcé le niveau de service pendant les Jeux paralympiques avec des techniciens supplémentaires qui étaient sur site pour pouvoir intervenir plus rapidement en cas de panne ou de blocage. Ouais. Mais c'est vrai que les ascenseurs, c'est un vrai sujet pendant les Jeux. Bon, ouais, ça, c'est une sacrée histoire. Alors, il y a eu des polémiques pendant les Jeux sur le village olympique. Est-ce que
Parce que les critiques sont très rapides. On a parlé des lits, on a parlé des vols, on a parlé également, je crois, de la restauration, de la climatisation. Bon, ça vous touche quand ça arrive, ça étalé partout Oui, ça me touche. Et encore une fois, c'est ce qui m'a montré la portée que pouvaient avoir les jeux avec quelques petites défaillances que nous avions qui, comme ça, pouvaient être récupérées, encore une fois, dans le monde entier. Et j'étais impressionné de voir la revue de presse qui reprenait les sujets de ce qui se passait dans le village. La moindre chose qui se passait se retrouvait dans les titres de journaux. Non seulement la restauration, qui a eu beaucoup de peine à démarrer, avec... C'était un sous-traitant, ça. C'est un sous-traitant. C'était tout à fait. l'entreprise Sodexo. Sodexo, avec qui on a travaillé pendant 3 ans pour pouvoir réaliser cette prestation. C'est 30 à 40 000 repas par jour qu'il faut servir dans le village. 30 à 40 000 Oui. Mais je comprends pas, ils sont 14 000 habitants. Oui. Alors, en effet, parce que vous avez des athlètes qui... tout le monde prend le petit déjeuner à peu près en même temps. Oui. Et ensuite, certains partent sur des sites d'entraînement, de compétition, Oui. et déjeunent là-bas, reviennent le soir. Donc, le roulement veut qu'on peut se retrouver jusqu'en 30 et 40 000 repas par jour. Et avec un restaurant qui est ouvert 24 heures sur 24. Ah oui. Et dans un lieu qui n'est pas du tout réalisé pour pouvoir accueillir un restaurant. Oui, parce que pour le coup, la finalité d'après, ce ne sera pas un restaurant. Ce ne sera pas un restaurant. La Cité du Cinéma, qui est en Seine-Saint-Denis, qui a été justement ce haut lieu de la restauration et en plein cœur du village, c'était un lieu iconique et essentiel pour le fonctionnement du village. On était, nous, très contents d'avoir un lieu déjà, une infrastructure déjà existante pour accueillir le restaurant. Dans des jeux précédents, ça a toujours été des tentes gigantesques. Ah oui. Donc, la plus grande jamais réalisée était celle de Rio. Et c'est vrai que ça coûte une fortune et l'empreinte carbone explose avec ce type d'infrastructure. Alors que là, nous avions déjà l'installation en place. C'était si important que ça, cette empreinte carbone, vraiment Oui. Pour vous, à titre personnel, ou dans l'organisation dans le COJO? Alors, c'était l'ambition du COJO, oui. Mais moi, je m'inscrivais complètement dans cette démarche-là. Parce que c'est vrai que nous avions cette obligation et cette ambition de faire des jeux responsables. Faire des jeux responsables, ça veut dire ne pas penser uniquement qu'à l'événement, mais créer déjà un environnement autour des jeux qui ait du sens et puis qui laisse une trace, mais une trace positive pour l'avenir. Parce que de l'extérieur, ça fait un peu plan marketing, si vous voulez, pour nous vendre les dépenses pharaoniques. Ouais. On se dit, OK, ils vont l'habiller du green. Ouais. Hein, voilà. Oui, mais je pense qu'en fait, maintenant, tous les événements sportifs sont de toute façon fortement regardés, critiqués aussi. Je pense que c'est la responsabilité des organisateurs, des pays organisateurs, de faire en sorte de limiter cette dépense carbone en utilisant des infrastructures déjà existantes, par exemple. Et c'est ce qu'a été le projet de Paris 24. C'est pour ça qu'il a plu aussi au CIO. C'est pour ça que les prochains aussi, ceux de Los Angeles 2028, c'est un projet qui, lui, est hyper intéressant parce qu'ils utilisent pratiquement 95% d'infrastructures existantes. Donc oui, je pense que c'est important parce qu'en effet, la population le souhaite, le veut maintenant. Elle ne veut pas qu'on fasse des choses qui n'aient pas de sens ou qui ne tiennent pas compte de l'environnement. Il y a un avant et un après Paris 2024 alors? Oui, je pense qu'on a, et d'ailleurs le CIO l'a dit, les instances du monde olympique l'ont dit aussi, comme quoi en effet nous avons créé une nouvelle base, un nouveau point de départ de ce que sont les Jeux du futur. Ouais. Quelle aventure! Vous en ressortez avec quoi, humainement? C'était que du bonheur? Non, c'était... non, c'était pas que du bonheur. Non. En fait, j'ai beaucoup de fierté pour mes équipes, pour les personnes que j'ai embauchées, qui ont fait un travail incroyable et phénoménal, qui étaient extrêmement engagées aussi, qui ont mis de côté leur vie de famille aussi pendant quelques temps pour pouvoir justement livrer ça. Je pense que c'est beaucoup de sacrifices, mais on se dit qu'en effet, ça nous dépasse un peu. Hein. C'est quelque chose qui est mondial, qui a une telle résonance que ça y a quelque chose qui est important derrière. Mais par contre, en effet, la construction, le développement a été une période qui était vraiment enthousiasmante pour moi. J'ai beaucoup aimé cette période de déterminer comment les flux allaient fonctionner dans le village. On ne savait pas trop. Hein. On avait déterminé que la plupart des personnes à cet endroit allaient prendre l'escalier, mais non, ils passaient à côté, par exemple.
Mais ça a été vraiment une période extrêmement intéressante. La période des Jeux était beaucoup plus compliquée parce qu'en effet, vous êtes à traiter l'urgence et les problèmes, les défauts, à accueillir, à revoir les clients, en fait, hein, le client, les athlètes, les délégations en permanence, les plaintes. Et évidemment, Il y il en y a a. eu des gens qui étaient, la plupart, et tout le monde était très content. On a eu des commentaires et des remarques dithyrambiques sur Mais le les village. médias, souvent, vont aller chercher les Oui. 1% ou 2% qui n'étaient pas contents. Voilà, tout à fait, il y a toujours. Et C'est ça les toujours polémiques, d'après vous? C'est ça peut être ça. C'est les quelques athlètes un peu en vue qui vont faire une critique par rapport à la climatisation ou un plat du restaurant, évidemment, qui vont être pris et ensuite La reportés. climatisation, qu'on comprenne, parce qu'on se dit, c'est Ouais. en plein été, logiquement, ils vont mettre la clim partout, quoi. Mm. Ça nous paraît logique de l'extérieur. Ça représente quoi? Pourquoi c'est pas fait? C'est pas fait parce qu'en effet, encore une fois, on ne peut plus maintenant proposer des solutions de rafraîchissement qui ne tiennent pas compte du réchauffement climatique. Et donc, installer des climatisations n'aurait pas eu de sens dans le village. Il y avait un système de rafraîchissement qui était installé, qui est un système de plancher rafraîchissant innovant, avec un système de tuyauterie sous les planchers des appartements, et on injecte de l'eau froide. En D'accord. injectant de l'eau froide, ça diminue la température dans l'appartement. À ça, vous rajoutez en fait une isolation de l'appartement qui est nettement Supérieure, meilleure que ce ouais, qui s'est ouais. fait dans le passé, parce qu'on a des nouveaux matériaux, parce que maintenant on a des techniques Les innovantes avec fameuses du bois. normes HQE. Norme HQO, exactement. Et puis une construction béton-bois qui veut en effet améliorer l'isolation. Et ben, ça permettait d'avoir une différence de température qui était importante entre l'extérieur, à des 30-35 degrés, on avait des 24-25 degrés à l'intérieur. Nous, on trouvait qu'en effet, c'était une température qui convenait. On avait consulté des médecins du sport également, des sportifs, pour savoir à peu près quelle est la température qui est la plus adaptée. Et on savait que ça allait jusqu'à 26 degrés, que c'était agréable, confortable de dormir à des températures qui peuvent aller jusqu'à 26. Et donc, on a mis ça en place. Maintenant, en effet, ça ne plaisait pas à tous les athlètes, à toutes les délégations, qui, eux, qui évoluent en fait dans des cultures et des environnements complètement différents. Dans certains pays, ils ne font pas sans climatisation. Les Et donc, États-Unis, par exemple. États-Unis, par exemple, tout à fait. Et donc, pour eux, ce n'était pas du tout convenable. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé d'installer des systèmes de climatiseurs mobiles qu'ils ont payés, hein, mais que nous fournissions pour qu'ils puissent avoir des températures inférieures encore dans leurs appartements. On le comprend. Je veux dire, c'est la compétition de leur vie. Pour certains, ils vont la vivre une seule fois dans leur carrière. Ils vont chercher une médaille dont ils n'auront pas d'autres occasions de l'obtenir. Je comprends qu'ils se mettent dans les meilleures conditions pour y arriver. C'est quoi les 3 grandes valeurs pour travailler avec vous? C'est quoi ce qui est vraiment primordial et important pour vous? Je pense que ce qui est primordial, c'est déjà c'est l'envie déjà, le travail. Une personne qui va, elle, s'engager et qui va y mettre du cœur. Je vais ressentir que la personne va avoir cette envie, cette ambition de pouvoir réaliser et atteindre l'objectif comme je l'avais moi souhaité. Donc l'enthousiasme, la bonne volonté, c'est pas forcément la performance en premier. Pas forcément la performance. Je vais d'abord chercher en fait une personne qui sera extrêmement motivée et puis qui va y mettre du cœur. Parce que, et c'est souvent un peu là-dessus d'ailleurs que je regarde, parce qu'en effet, quand je recevais des CV et que je voyais des personnes qui avaient des qualifications qui étaient très bonnes, qui avaient un background qui était bon aussi, après, c'est chercher justement cette personne qui va vraiment voilà, tout faire, tout mettre sur la table pour pouvoir y arriver. Donc l'état d'esprit. Oui, l'état d'esprit est important, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est une valeur. Mm-hmm. Les 2 autres qui sont vraiment importantes pour vous? Pour moi, Dans le travail, hein, on s'entend. Oui, en temps de travail, oui, tout à fait, oui. L'honnêteté, je pense, elle est extrêmement importante. J'aime aussi, et je mets en fait aussi, moi, mes équipes dans une attitude ou un environnement qui leur permette de pouvoir s'exprimer
et puis me dire les choses. Et j'apprécie ça dans mes équipes quand en effet... C'est pas toujours simple de parler à son manager et de lui dire vraiment ce qu'on ressent. Tout à fait. Encore faut-il justement leur poser la question. Et c'est rare, en effet, de voir des personnes ou des managers qui posent la question à leurs collaborateurs, vas-y, dis-moi ce que tu penses de moi. Feedback is a gift. Ouais, feedback is a gift, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, une forme de communication, de loyauté, d'authenticité, c'est ça? La loyauté est importante, en effet. Je pense que j'apprécie ça aussi, quand des personnes sont loyales et puis le committed. Mais je pense moi, je sais que j'avais aussi une responsabilité là-dedans, d'aller chercher la loyauté dans mes équipes. Parce qu'en effet, ce n'est pas forcément inné à tout le monde. Et puis j'avais envie de leur donner envie de bosser pour moi aussi. Oui, parce que pour le coup, même si quelqu'un a cette valeur intrinsèquement dans le monde du travail aujourd'hui, c'est pas si simple de s'exprimer. Et la troisième valeur, vraiment fondamentale pour vous? Fondamentale, c'est le respect. Et le respect... Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Je mets... Mais respect, mon capitaine? C'est pas respect, mon capitaine. C'est plus, en fait, un respect mutuel de son cas, c'est très en lien avec l'empathie, mais de comprendre aussi un peu les problématiques de chacun. La bienveillance, quoi. La bienveillance, oui, tout à fait. La bienveillance pour savoir qu'une personne va agir aussi parce qu'elle est dans un environnement ou alors une condition qu'on doit tenir compte. Et c'est vrai que moi, j'ai ce principe-là avec mes managers et j'attends aussi de la même manière qu'ils comprennent dans quel environnement j'avance, pas uniquement professionnel, mais aussi privé. Donc là, en fait, cette histoire de COJO, d'organisation des Jeux Olympiques, en fait, vous étiez au sein d'une multinationale, grande multinationale, et vous aviez en charge une des filiales. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, vous avez la particularité d'être à la fois un patron et en même temps, pas un patron totalement libre, puisque vous êtes tenu à une hiérarchie qui est assez présente aussi. Et puis des exigences, pour le coup, multiples, on a vu, environnementales, réglementaires, financières. Oui. Comment on trouve sa place dans ce système-là, d'un coup être le patron et puis un coup être un gentil membre? Si je fais une petite référence, on en reparlera tout de suite à votre parcours. En fait, ce qui est particulier et un peu déstabilisant quand même, c'est que on organise une compétition sportive avec, au sein du COJO de Paris 2024, du staff, du personnel, des managers, la direction qui travaillent dans ce domaine déjà depuis oui, ils sont installés, certains depuis de nombreuses années, ouais, c'est ça. Et qui ont l'habitude en fait d'organisation de championnats, de coupes du monde ou autres. Et les Jeux Olympiques, au final, c'est aussi une compétition sportive qui est très semblable à un championnat du monde, par exemple. Sauf que là, vous avez 32 championnats du monde qui s'organisent en même temps. Et c'est ça la complexité, la difficulté, c'est le volume finalement. Et là où j'avais un peu, j'ai envie de dire un avantage, mais aussi qui était un peu déstabilisant aussi, c'est le fait que la partie village, hébergement des athlètes, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est un peu unique, qui ne se fait que pour des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que autrement les délégations se débrouillent toujours à se loger quand elles participent à des compétitions internationales. Et donc, l'histoire était quand même un peu à créer. Et donc, j'ai eu une certaine autonomie, la confiance de ma hiérarchie, que j'ai énormément appréciée, parce qu'en effet, j'ai pu écrire cette histoire, moi aussi, évidemment, avec des conseils, et puis on est accompagné par le Comité international olympique, qui travaille là-dessus depuis des années. Mais j'avais quand même une certaine autonomie, et il a fallu composer avec des personnes, des managers, qui ne connaissent pas du tout ce secteur-là. Vous voulez dire au-dessus de vous? Au-dessus de moi, dans ma hiérarchie également, tout à fait, dans mes pairs aussi, managers ou directeurs de filiales, comme vous l'appelez. Et donc, la bataille n'est pas la même, parce qu'il faut aller se battre pour obtenir les choses, obtenir les budgets nécessaires pour pouvoir fonctionner. C'est pas fixe. C'est pas fixe. Les budgets. Alors, c'est pas fixe. Parce qu'on imagine, on a un plafond. Il y a un plafond. Il y a un plafond, mais donc on pète le plafond, pardonnez-moi l'expression. Alors justement pas, on ne pouvait pas péter le plafond. Et si à un moment donné, on voyait qu'on n'avait pas le choix sur un certain domaine de péter le plafond, il fallait bien équilibrer.
Donc Et il y a donc, des arbitrages qui il y doivent a des être arbitrages douloureux. qui doivent être faits, tout à fait, qui sont douloureux, qui sont imposés. Et donc, là, et tout l'exercice, c'est l'explication de comment, en fait, une expérience d'un athlète peut être altérée parce qu'en effet, il y a des choix qui doivent être faits. Et donc, cet exercice, il a été hyper intéressant. J'étais un peu justement en argumentation régulière, voire même permanente, sur le bien fondé de ce qu'on allait faire pour ce village, pour être sûr que l'expérience des athlètes dans ce village, elle allait être exceptionnelle. Parce qu'on savait qu'on s'était quand même fixé une ambition Assez forte. très très forte de proposer des jeux spectaculaires. Et spectaculaire, ce n'était pas uniquement grâce à la Tour Eiffel ou aux différents sites exceptionnels qu'on avait, c'était aussi au sein du village et des différentes activités, de l'aéroport jusqu'au site de compétition, en passant par les sites d'entraînement et Parce autres que lieux. quand je disais tout à l'heure, il y a un avant et un après Paris 2024, c'est-à-dire que le nombre de sujets sur lesquels c'était la première fois qu'on faisait ça à Paris 2024, c'est-à-dire que c'était déjà cérémonie d'ouverture qui était hors d'un stade, avec des activités, beaucoup d'activités qui étaient hors des stades. Ça, c'était les premières fois. Le site du village olympique, tel qu'il était, c'était aussi la première fois. Le nombre de premières fois qu'il y a eu, c'est impressionnant. Oui. C'est hyper casse-gueule, en fait. Oui, complètement. C'est un pari fou. Oui, c'était un pari fou. Ouais. C'est ce qui faisait qu'en effet, on n'était pas tellement solide sur nos appuis. On ne savait pas comment ça allait réagir. Dans la restauration, c'était la première fois que nous utilisions des couverts et des assiettes réutilisables. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été des assiettes jetables, des verres jetables, c'est des bouteilles en plastique d'ailleurs. Et là, on s'est dit, non, 30 000, 40 000 couverts par jour, non seulement on va les servir, mais en plus dans des assiettes, des plats couverts, et on va les laver derrière pour assurer le tournement. Ça n'a jamais été fait, et je comprends pourquoi ça n'a jamais été fait. C'est parce un que cauchemar c'est logistique. une logistique démentielle. Et on l'a fait, et ça a marché. Et ça, c'était un vrai succès. Parce que là aussi, maintenant, on a montré que c'était possible. Et donc, les déchets étaient pharaoniques dans les éditions précédentes. Là aussi, on avait des objectifs de zéro déchet, déjà zéro déchet alimentaire, limiter le gaspillage, et justement, encore une fois, limiter l'empreinte carbone, parce qu'on sait que ça coûte une fortune de traiter ces déchets après. Donc, ça faisait partie d'un des exemples de comment on allait réussir à livrer ça tout en justement changeant un peu les paradigmes des jeux. Donc là, on sent vraiment, je pense que là maintenant, tous ceux qui nous suivent comprennent que c'est vraiment une entreprise. Parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce que fait un patron de village olympique dans cette émission? Mais en fait, c'est une vraie entreprise. Et du coup, vous avez eu un parcours aussi tout à fait singulier, on va y revenir. C'est quoi pour vous être un bon patron, un bon chef d'entreprise, un bon dirigeant? Aujourd'hui en France, voilà. Aujourd'hui en France, un bon patron, je pense que c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute de ses équipes et qui reste dans son rôle de donner un cap, une direction, une ambition, une vision, mais qui va faire en sorte que ce sont ces équipes qui vont elles-mêmes ensuite faire fonctionner la machine pour y arriver. Un bon patron, je pense qu'il sait faire confiance à ses équipes et qui donne la possibilité aussi à ses managers de se tromper, si ça arrive, mais qui va assez spontanément leur donner la possibilité de se révéler dans leur job. 3 mots donc, écoute, oui. Confiance, autonomie. Autonomie, ouais, tout à fait. C'est les 3 mots ça, voilà, qui définissent. Bien sûr. Ce que je retiens de votre présentation. Donc, et aujourd'hui, est-ce que, d'après vous, par rapport à votre expérience, est-ce que c'est compliqué d'être un patron aujourd'hui dans notre vie moderne, dans notre pays? C'est compliqué parce qu'en effet, je veux dire, les gens évoluent, les générations évoluent aussi. Et je pense que les attentes de générations qui ont maintenant entre 30 et 40 ans n'ont pas les mêmes attentes que les générations qui ont 20 et 30 ans. Et donc, ça nécessite beaucoup d'adaptation,
de compréhension et encore une fois d'écoute. Et ça, j'ai remarqué la difficulté parce que c'était une des premières fois que je me retrouvais à gérer et à avoir autant de personnes qui avaient entre 20 et 25 ans dans mon équipe. C'est pas votre âge? Pardon. C'est les cheveux gris peut-être, et puis les poils gris peut-être qui font que... Vous avez 32 et demi, c'est ça? Non, un peu plus maintenant, j'arrive à 46, mais j'ai 46, pardon. Donc voilà, c'est vrai que là, un décalage, vous le sentez? la moyenne d'âge dans mes équipes était de 26 ans. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il faut, je pense, s'adapter et diriger d'une manière différente des personnes qui arrivent maintenant sur le marché du travail et puis qui n'ont pas les mêmes attentes que moi j'avais quand je suis arrivé sur le marché du travail. Ça veut dire qu'il faut s'adapter, il faut grandir et personnaliser aussi son management. Je ne gérais pas tous mes managers ou mes équipes de la même manière. Selon leur âge? Selon leur âge, oui, tout à fait. C'est étonnant ça. Du coup, ça vous a fait une prise de conscience accélérée sur ces problématiques générationnelles. Hein. On parle de la génération Z, Y, etc. Mais là, donc on est vraiment sur des fonctionnements différents. Oui, c'est des fonctionnements différents. C'est quoi la différence de vision qu'ils ont en fait? La différence de vision, je pense qu'en fait, ils ont un besoin déjà de trouver du sens à ce qu'ils font. Et je pense les personnes, en fait, plus elles sont jeunes, plus elles cherchent justement ce sens-là. Qu'est-ce que ça va leur apporter, elles, personnellement, dans cette expérience? Les personnes de génération un peu plus ancienne comme la mienne, on a plutôt tendance à être très investis, engagés pour une marque, corporate. Il y a un aspect corporate, en fait, qui est très fort. Et alors qu'en effet, derrière, on a une génération qui va rechercher beaucoup plus, en fait, ce que ça va lui apporter à elle. Et, individualiste, vous diriez? Oui, il y a aussi un côté individualiste, quand même, qui est assez important. Oui, tout à fait. Mais là, l'avantage, et je pense que ça peut être repris dans n'importe quelle entreprise, c'est un peu ce qui rassemblait tout le monde, cette conviction de vouloir réaliser un objectif qui était commun et qui parlait vraiment à tout le monde. Les personnes qui ont été embauchées chez Paris 2024, elles ne cherchaient pas simplement à avoir un boulot, un job et un salaire derrière. Elles voulaient aussi vivre une expérience unique. Mais je pense que ça peut tout à fait se retrouver dans n'importe quelle entreprise. Ça revient sur cette notion d'engagement qui vous est très chère, que vous regardez en premier. Donc du coup, ça va changer votre manière de voir vos prochains jobs, puisque pour le coup, ça s'arrête là, Paris 2024 pour vous. C'est quand? C'est fin d'année? Fin d'année, tout à fait, à Noël. Voilà. Ça va vous faire quoi? Oh ben, je m'y prépare déjà. Ouais. Je m'y prépare déjà parce que ça a déjà été un peu un choc. Je veux dire, la fin des Jeux, la clôture du village. Quand vous avez un village qui a une telle dynamique, ou une sorte de grosse ruche d'abeilles comme ça, hein, qui était extrêmement vivante pendant tout cet été, à plus personne dans le village, c'est quand même assez frappant. Et donc après, il y a un deuil à faire, un vrai deuil hein, de cette fin de jeu. Et je pense que tout le monde chez Paris 2024 doit passer par cette étape-là. Quand vous le dites, on sent une vraie émotion. Oui, oui, ça a été clairement quelque chose qui m'a beaucoup ému et qui m'émeut encore. Et je pense qu'il faut un petit peu de temps pour pouvoir... Pour digérer. Pour digérer ça. Dormir. Dormir aussi, récupérer, se retrouver un peu. C'est ce que j'ai justement, moi, un peu oublié de faire pendant ces Jeux. Déjà, votre compagne vous revoit maintenant. Déjà, elle me revoit. Ce qui est pas mal. Elle est toujours là, donc ça, c'est super. Ça, c'est chouette. Voilà, elle a tenu le coup. Elle aussi, elle a vécu cette épreuve. Et je l'ai remerciée parce qu'en effet, je pense que son soutien a été énorme. Et je pense aussi à mes managers qui ont des familles, qui ont des enfants, qui, eux, ne voyaient pas leur famille et enfants. Ils les ont tous envoyés pratiquement en vacances pendant cette période. Et je pense à eux qui, pour eux, c'était encore plus fort, en effet. Donc vous, votre parcours, à 26 ans, vous vous retrouvez... directeur général, enfin manager, général manager. Oui. Dans une entreprise tout à fait banale, classique, fabrication de
d'œufs ou truc, c'est quoi? Fabrication d'œufs. C'est Ça pas une s'appelle usine? le Club Med. Le Club Med. Le Club Med, Mais ouais, c'est une tout à fait. entreprise, le Club Med. C'est une entreprise qui crée des souvenirs. Et on qui travaille crée vraiment des rêves, ouais. On travaille vraiment. C'est ça la particularité du club. C'est que on a beau imaginer ou penser que, en effet, les personnes, les touristes, les clients sont en vacances et profitent du bon temps en permanence. Pour réussir et faire en sorte que la clientèle passe un séjour exceptionnel, il faut derrière toute une entreprise qui doit fonctionner au carré et Sérieuse, et sérieuse pour pouvoir fournir le service qui est nécessaire à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Finalement, c'était une bonne préparation de chef de village au Clairement. Club Med. Vous passez chef de village olympique, il y a quelque chose de Il logique. y a quelque chose une sorte de heureux hasard dans un parcours comme ça d'évolution de Vous carrière. croyez vraiment au hasard? Pas vraiment. Mais j'aime bien l'utiliser, ce terme, parce Ouais. qu'en effet, je trouve que en effet, ça refait plutôt bien les choses dans le sens où j'avais été préparé, je pense, déjà à cette époque-là, à pouvoir prendre un rôle que j'ai exercé cet été. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai lu pour préparer l'émission, on a un peu échangé, et en fait, je retenais qu'à 26 ans, vous arrivez à ce poste-là, et en fait, ça y est, vous avez atteint vos objectifs. Ouais. Votre ambition, c'était fait à 26 ans. C'était fait. Putain, et le temps est long alors depuis, non? Eh ben, justement, non, heureusement. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en effet, moi, j'avais envie de faire quelque chose qui résonnait en moi, dans ma vie et dans ma carrière. Et assez rapidement, après avoir fait une école de commerce à Genève, Ah oui, j'ai oublié de dire. oui, Vous êtes suisse. oui, je suis suisse, tout à fait. Faut qu'on Voilà. se méfie alors. Oh, pas nécessaire. Non? C'est des gens bien? Je suis qu'un roman près de Genève et quand même très mixé avec la France. Mais c'est vrai que oui, je suis suisse, j'ai grandi en Suisse et fait mes études à Genève. Et donc, je découvre en fait le Club Méditerranée qu'à l'origine, j'enseignais le ski en fait, sur les week-ends, Comme tous les Suisses. vacances scolaires, comme tous les Suisses. Il y en a beaucoup qui enseignent le ski. Il faut le dire. Et oui, tout à fait. Et puis je gagnais un peu d'argent comme ça pendant mes études. Je trouvais ça génial. Et je me dis, mais pourquoi pas faire une saison avant de commencer dans l'entreprise. J'avais d'ailleurs un poste chez Dupont de Nemours à l'époque, dans le service marketing de Dupont de Nemours, entreprise chimique dont le siège est à Genève, siège européen. Et donc, j'aimerais faire cette petite parenthèse. Et en fait, cette parenthèse, je découvre une entreprise extraordinaire. Quel Club Med. Une entreprise incroyable parce qu'en effet, c'est une entreprise qui travaille énormément à faire rêver les gens. Que ce soit les touristes, les clients, comme son personnel. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, je vais continuer là-dedans. Et voilà, donc j'ai progressé assez rapidement parce que je voulais tirer quelque chose pour moi de cette expérience en devenant justement chef de village ou general manager d'un club. Donc j'ai tout fait pour arriver rapidement à ce poste-là. Et pour ça, on aurait pu se connaître à l'époque. On aurait pu se connaître. J'étais géo. C'est vrai. Mais c'est génial. Géo mini club. Ah ben voilà, donc vous savez ce que c'est. Oui. Vous savez que... Ah ben je sais que c'était super, j'ai passé un mois et demi au soleil, mais j'ai pas vu le jour, étonnamment. Non. J'avoue que c'était un rythme de fou. Ouais. Même limite humain, Ouais, c'est vrai. pour être tout à fait sincère. C'est vrai. Les heures, personne ne les compte. Oh. C'est-à-dire qu'on commençait à 9h du matin et à 1h du matin, on pouvait aller se coucher quand on se couchait. Voilà, tout à fait. On essaie d'en profiter un peu, mais quel rythme. Oui, c'était un rythme incroyable. Et avec aussi, encore une fois, des équipes complètement dédiées. Avec des jeunes saisonniers qui avaient du mordant et puis qui voulaient tirer aussi la meilleure expérience de leur saison. Et dans le genre vendre du rêve, dans le parcours, il n'y a pas eu que le Club Med aussi. Vous avez dirigé une station de ski, été directeur exploitation, je crois, de plusieurs center parks. Enfin, c'est incroyable ce parcours-là. Oui, en fait, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est je suis quelqu'un d'hyper curieux. Et donc, j'adore découvrir de nouvelles choses.
Mais toujours un peu dans le domaine de l'hospitalité, en fait, je remarque. C'est quelque chose qui, pour moi, est assez Ouais, ancré. le service. Il y a Le quelque service. chose, ouais, Oui, le service à service. l'autre. Ouais. Oui, service à l'autre, et puis voilà, travailler pour faire en sorte que l'autre, le client, le service, Et le client loisir. puisse être heureux et puis partir avec le sourire. Mm. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et donc là, j'ai pu changer de concept, en fait, finalement, tout au long de ma carrière. Donc après le club, c'était une station, 3 stations de ski qui voulaient communiquer ensemble en Suisse. Et donc, c'était une jolie parenthèse aussi. J'ai fait que 2 ans. Mais après, chez Center Park, en effet, c'était une expérience incroyable aussi. Oui, c'était bien intense aussi. Hein. Mhm. Oui. C'est quoi le prochain challenge pour Laurent Michaud aujourd'hui? C'est quoi Après ça, Mhm. qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce que là, vous ne pouvez pas faire plus gros en termes d'événementiel et de loisirs. Oui. Bah, très bonne question, en fait. Mais je ne l'ai pas, la réponse. Non, je n'ai pas la réponse parce Donc, qu'en si fait... vous avez la réponse, si vous avez besoin d'un Laurent Michaud, je Mhm. pense qu'à partir de janvier, il va être disponible. Oui, ouais, complètement. Je serai disponible, ouais, tout à fait. Je suis à l'écoute, en tout cas, Ouais. de ce qui se fait. Et donc, la question peut se poser. Est-ce que je reste dans le domaine de l'olympisme ou est-ce que je reviens sur de l'hospitalité ou une industrie hôtelière comme j'ai connu? Donc, Mais au CIO, ils ont apprécié votre travail, on pourrait dire ça. oui, tout à fait, ça s'est bien passé. Ok. Ouais. Donc, on n'en dira pas plus. Non, exact. D'accord. Mais en fait, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais c'est que, en effet, pour revenir en fait au fait que quand j'avais 26 ans, je suis devenu chef de village, j'avais atteint l'ambition, le niveau que je souhaitais. Et j'ai vraiment ressenti à ce moment-là euh, une sorte ma mission de vie est accomplie en fait. Voilà. Maintenant, tout ce qui vient après, c'est que du bonus. Et j'étais heureux. J'avais l'impression même pratiquement de prendre ma retraite à ce moment-là. Alors que je ne pouvais pas du tout la prendre, hein. Je veux dire, j'avais pas du tout les moyens de la prendre. Hein. Mais par contre, je me disais, c'est bon, à partir de maintenant, c'est que du bonus. Et en fait, me disant ça, je me suis mis dans un état d'esprit où toutes les choses après sont arrivées de manière extrêmement simple Fluide, ouais. et fluide, ouais, tout à fait. Donc, après une expérience olympique, Ouais. c'est que du bonus. Ah, c'est encore que du bonus. C'était déjà du bonus, cette C'est un expérience. sacré bonus. Hein. Oui, c'est un sacré bonus. Ouais, Pour bien sûr. tenir le coup dans le fait d'être au service de l'autre, au service de son loisir, de son bonheur, Mhm. comment vous vous occupez de vous? Est-ce que le développement personnel, Mhm. est-ce que le monde invisible, tout ça, ça a du sens pour vous? Oui, ça a du sens parce que j'ai découvert ça aussi il y a quelques années maintenant, où je me disais qu'en effet, il y avait quelque chose, il y a une certaine énergie qui nous fait tous vibrer et qui nous fait tous avancer. Et je me suis un peu intéressé justement un peu à la physique quantique déjà. Et quand je me suis renseigné sur la physique quantique, et j'ai lu, alors que je ne suis pas du tout scientifique, mais j'ai trouvé ça exceptionnel de voir comment des atomes, des cellules pouvaient communiquer entre elles. Et je trouvais qu'il y avait une part de magie que je trouvais hyper intéressante. Et en allant chercher un petit peu plus loin, je remarquais qu'en effet, finalement, on retrouvait des vibrations et des énergies un peu partout. Et donc ça m'a amené en fait sur une voie qui m'a permis en fait de me documenter, de lire passablement de livres là-dessus. Et puis de faire en sorte que ensuite je m'imprègne un peu de tout ça et que je prenne soin de moi finalement. Et Donc de se remettre en question, ouais, se remettre en question, de se faire du bien. se faire du bien, s'entretenir aussi, s'entretenir avec. Physiquement, vous voulez dire seulement? Alors physiquement et mentalement. C'est encore une fois les deux parties hein, de la préparation à une compétition, mais aussi de la préparation à une réunion, hein, je veux dire, ou la préparation à un entretien, par exemple. Ça se fait physiquement et mentalement. Et donc, ouais, le sport, c'est sûr que j'ai fait hyper attention, je fais toujours attention de m'entretenir. Pas trop forte dose quand même, hein, c'est pas nécessaire. J'ai vu aussi que c'était pas nécessaire de trop en faire, donc ce qui me va bien. Mais, et puis mentalement, avec voilà, un peu de se retrouver intérieurement. Et puis j'ai commencé la méditation aussi et ça m'a ouvert un petit peu d'autres fenêtres. Perspective. Ouais. Mhm. Donc c'est pas incompatible avec le fait d'être
d'être un patron. Ça l'est pas, et je pense que c'est extrêmement complémentaire finalement. Parce que il faut être. J'ai assez vite compris aussi à quel point c'était nécessaire d'être bien intérieurement, d'être soi-même, d'être authentique pour pouvoir avoir un message plus fort qui marque plus aussi ses équipes ou son environnement lorsqu'on est bien avec soi-même et puis qu'on est authentique. Ouais. Sur ce plateau, on a déjà une petite habitude, un petit rituel. Mhm. Et une particularité, c'est qu'on a la chance d'avoir des liens très forts, très particuliers. Vous avez dû remarquer sur la table un certain nombre d'objets. Est-ce qu'il y en a un qui vous interpelle plus qu'un autre? Ben, interpellé, c'est le téléphone qui m'a interpellé. Pourquoi, pour tout vous dire. pourquoi ça vous interpelle? Ça m'a interpellé parce qu'en effet, c'est un téléphone d'une autre génération. On parlait des générations, oui, Exactement. ils n'ont pas connu. Non, tout à fait, exact. Avec, Fait pas photo, le celui-là. système de... Non, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a interpellé. Et je trouvais ça assez cocasse de retrouver un vieux téléphone comme ça, alors qu'il est assez moderne, hein, finalement, parce qu'il a une couleur toute récente et puis qu'il a l'air assez neuf. Et je trouvais ça assez intéressant. Qu'est-ce qui a marqué sur ce téléphone? Je vois que c'est marqué téléphone céleste. C'est ça la particularité, figurez-vous. D'accord. On est dans cette émission, sur ce plateau, directement connecté à l'au-delà. Quelle que soit la croyance qu'on y mette, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers. On peut communiquer avec les défunts. Et donc là, maintenant, tout de suite, si vous deviez décrocher ce téléphone pour parler à l'au-delà, à l'univers, à Dieu ou à un défunt, à qui vous parleriez et qu'est-ce que vous diriez? Je parlerais certainement à mon grand-père. Paternel? Maternel. Maternel. Voilà, mon grand-père qui a été un exemple pour moi, qui a été quelqu'un qui a beaucoup compté de par sa carrière, sa rigueur. Il était militaire professionnel. Ouf. D'accord. Oui, en Suisse, mais militaire professionnel quand même. Et puis, j'aurais envie de lui dire merci. C'est lui qui vous a inspiré? Il m'a beaucoup inspiré il m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse, dans mon adolescence. On n'a pas l'impression, justement, vous êtes empreint de cette mentalité militaire. Et il vous a inspiré sur quoi? Il m'a inspiré sur la discipline de vie. J'avais en fait quelqu'un qui était extrêmement, un grand-père qui était extrêmement structuré, mais qui était très aimant. Et qui, malgré cette rigueur et cette rigidité même, ouais, tout à fait, avait un cœur incroyable et savait justement partager ses émotions. Et ça, oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça ne veut pas forcément dire que je l'ai beaucoup fait après. Hein. Il m'a fallu un petit moment quand même pour pouvoir m'exprimer beaucoup plus sur mes émotions. Mais en effet, il a été un vrai exemple pour moi. Comme vous le faites aujourd'hui, par exemple. Oui, tout à fait. Merci d'avoir partagé ces émotions. Merci, merci Laurent d'avoir passé cette heure avec nous, d'avoir joué le jeu. Oui, merci. Merci à vous tous pour vos partages et vos commentaires, bien sûr, toujours bienveillants. Et si vous aussi, vous souhaitez venir vous installer sur les canapés d'ABC Talk Entreprise, n'hésitez pas à nous écrire sur rédaction@abctalk.fr. Merci à tous et merci à bientôt.